Donc merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre qui est un peu encore expérimentale sous cette forme, puisque c'est un peu une première que nous faisons, mais nous allons profiter de votre présence pour avoir cette discussion ensemble sur un sujet important que nous avons choisi de retenir avec Massimo sur la formation juridique aujourd'hui, qui est un sujet qui dépasse un peu justement la question, disons, de l'enseignement du droit au sens étroit. Si on a souhaité en parler, c'est que c'est une manière de réfléchir au rôle que jouent le droit et les juristes dans la société française aujourd'hui, mais aussi plus largement en Europe et dans le reste du monde. Alors, pour discuter, donc, Massimo Vogliotti a déjà été présenté. À sa gauche, Antoine Garapon donc, est directeur de l'Institut des hautes études sur la justice, IHEJ, et producteur d'une émission de radio sur France Culture consacrée au droit, auteur de nombreux ouvrages. Et puis, donc, tout à fait à droite, Monsieur Truchet, qui est professeur émérite de droit. Il était à l'université Panthéon-Assas et il a écrit, entre autres activités, notamment donc en 2007, un rapport sur l'enseignement du droit, et donc qui partagera avec nous ses réflexions sur le sujet. Et puis, juste à ma droite, un avocat, Dominique Borde, qui est avocat au barreau de Paris, dans le cabinet Paul Hastings, et qui est un spécialiste, on pourrait dire, notamment sur les questions économiques et donc de relations internationales. Et c'est ce qui nous intéresse en particulier. Il pourra nous éclairer de son expérience. Alors, sans faire une longue introduction, il me semble qu'on pourrait s'interroger de la manière suivante. Si on s'intéresse à la manière dont les juristes sont formés aujourd'hui, c'est un sujet, je crois, qui ne doit pas concerner simplement que les juristes ou les professions juridiques ou les enseignants de droit. C'est un sujet d'intérêt plus large et qu'on peut voir de trois manières. La première manière, c'est que le droit joue un rôle de plus en plus important dans l'ensemble de notre vie sociale, dans l'ensemble de la vie, et pas seulement dans les conflits juridiques ou des relations, mais il y a une attente de droit dans l'ensemble de la société, qui est un phénomène relativement nouveau, qui a bousculé un peu les habitudes françaises. Et par conséquent, cette nouvelle attente par rapport au droit, me semble-t-il, crée aussi une attente différente vis-à-vis des juristes, et donc des demandes auxquelles les juristes doivent pouvoir faire face. La deuxième manière de voir le sujet, c'est de s'interroger sur l'influence américaine dans l'évolution de notre rapport au droit. On sait qu'il y a une grande distinction entre droit continental et droit de common law. Et donc, les pays européens de droit continental sont confrontés à des habitudes différentes, une imprégnation culturelle différente, et qui changent notre rapport au droit. Et puis, là, une troisième question qui est si les juristes doivent réfléchir autrement, ne pas être simplement des techniciens du droit, disons, ils doivent pouvoir s'inspirer des sciences sociales, des autres disciplines qui peuvent les inspirer, nourrir leur culture et leur réflexion sur la société et sur leur rôle. Alors, pour répondre à ces questions, je vais d'abord vous proposer de réagir à ma présentation l'un après l'autre. Peut-être je commencerai par Antoine, puis M. Truchet, puis M. Borde, et puis à la fin M. Vogliotti. Sur les items que j'ai énoncés, qu'est-ce qui vous semble le plus frappant dans les attentes vis-à-vis du droit, et comment les juristes devraient évoluer par rapport à ces nouvelles attentes? Alors, pour commencer, Antoine Garapon. Alors, je
vais commencer par blasphémer. Je prie tout de suite Didier Truchet de m'excuser des propos que je vais tenir sur l'université. Et il me semble que l'université en France souffre des mêmes maux que toutes les professions, que toute la filière juridique française. Et c'est comme ça, en ces termes-là, que je raisonnerais, c'est-à-dire que il semble que les professions juridiques françaises sont prises en quelque sorte de court par la mondialisation et par des évolutions extrêmement rapides qu'on a connues ces dernières années, et qui fait qu'elle n'est pas au rendez-vous, malheureusement, de ces défis. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore, comme la magistrature, comme le barreau, liée par une logique de corps et de statut, beaucoup plus que de fonction. Et donc beaucoup plus tournée vers, et notamment je pense à l'agrégation de droit, qui a d'immenses qualités, mais qui aujourd'hui a des défauts qui pèsent, me semble-t-il, sur la faculté. Alors, plus précisément, l'enseignement de droit est trop tourné sur lui-même et sur sa propre reproduction, et donc sur des catégories sur lesquelles il s'est fondé. La faculté de droit me fait penser à une faculté de médecine qui se bornerait à faire de l'anatomie et de la biochimie et qui ne ferait jamais de clinique, c'est-à-dire qui n'aborderait jamais le droit vivant, le droit tel qu'il est, tel qu'il se pratique. Et donc ça fait que l'université de droit n'est pas, et n'est peut-être plus, ça je ne sais pas, je ne suis pas historien, un lieu intellectuel, c'est un lieu où se débat l'aspiration justement à se voir de plus en plus juridiquement et de moins en moins politiquement, que vous disiez en commençant. Alors, ça veut dire que, donnez trois exemples, trois enjeux majeurs aujourd'hui qui n'ont pas été traités par l'université. Je pense à l'enjeu de la judiciarisation. On a connu une judiciarisation de la vie collective ces 30 dernières années, qui est un phénomène massif et qui pose des tas de questions. Qui bouleversent nos catégories, rentrant dans une démocratie d'opinion. Deuxième phénomène, c'est la mondialisation du droit. Mondialisation du droit dans lequel, là aussi, bouleversement de toutes nos catégories, parce qu'on peut prendre des exemples comme la GPA ou le droit commercial aujourd'hui. On voit qu'il est de plus en plus difficile de raisonner en termes exclusivement internes. Et puis l'enjeu du droit comparé. Donc voilà pour les problèmes que me semble-t-il rencontre la formation des juristes en France. En même temps, on se rend compte que nous avons besoin plus que jamais d'une université de qualité, pour au moins deux raisons. Parce que le travail que font les universitaires et les juristes, ils sont par certains côtés les seuls à pouvoir le faire de manière élaborée, et surtout de manière indépendante. Le risque auquel nous assistons et que je vois très nettement dans d'autres pays, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui s'autonomisent par rapport à l'université, par rapport même au droit national. Je pense à l'arbitrage, ou je pense à beaucoup d'autres pratiques. Et le risque, c'est qu'elle soit de plus en plus, non seulement de plus en plus invisible, ça je viens de le dire, mais aussi que toutes les personnes qui pensent ces pratiques, qui en parlent, sont des personnes, ont un intérêt dans la reproduction ou dans l'évolution des dites pratiques. Et ça pose un vrai problème. En matière numérique, ça me semble par exemple absolument évident. En matière numérique, il y a un droit d'entrée technique très important qui fait qu'aujourd'hui, les personnes autorisées à parler du numérique sont des personnes qui savent. Et c'est comme par hasard, c'est des personnes qui ont toutes un intérêt puissant. Seuls les universitaires, de par leur formation, et seuls les juristes universitaires, de par leur formation et de par leur liberté, leur indépendance, peuvent remplir un rôle que je ressens de là où je suis comme étant indispensable. Alors c'est en train d'évoluer, mais il me semble que ce sont des enjeux massifs
qui se sont accélérées depuis que j'ai fait mes études de droit, moi, il y a quelques années. Donc voilà, quelques propos iconoclastes pour lancer le débat. Alors en effet, donc je vais donner la parole. Vous pouvez prendre le micro. Voilà, c'est un peu une charge. Vous pouvez parler directement. Normalement, il est bien, il est branché. Pour réagir. C'est une charge modeste par rapport à beaucoup d'autres et par rapport si vous pouvez mettre le micro par rapport à celle que nous faisons nous-mêmes. Je passe sur l'agrégation de droit. L'ancien président du jury d'agrégation de droit public que j'ai été ne peut pas adhérer à votre analyse, mais j'ai l'habitude de beaucoup d'erreurs sur ce qu'est l'agrégation et sa diversité. Je suis frappé en revanche parce que vous avez dit logique de corps, mais la logique de corps, elle existe partout, comme vous l'avez dit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé, enfin c'est le Premier ministre qui a créé puis qui a recréé par décret, un Conseil national du droit, dont je suis toujours membre et que j'ai présidé jusqu'à l'année dernière, pendant 2 ans, qui réunit absolument tous ceux qui forment les juristes, sans exclusive. Là, on n'a pas joué la logique de corps, c'est-à-dire avec les instituts d'études politiques, les écoles de commerce, les facultés de droit, et absolument toutes les professions qui emploient des juristes. Et le but était précisément de casser cette logique de corps pour avoir une réflexion qui nous paraissait à tous indispensable, et nous l'avons, sur ce qu'est un juriste et comment il faut le former, sur la pédagogie et la recherche juridique. Et personnellement, je crois beaucoup à l'idée que nous sommes au-delà des particularités statutaires des uns et des autres, d'abord et avant tout des juristes. Mais la tâche est rude parce que, puisque vous avez critiqué l'université, je renvoie la balle du côté des praticiens, et à ce moment-là, c'est à vous, maître, que je l'adresserai dans un instant. Je suis frappé par la rigidité d'un certain nombre de nos collègues, c'est vrai, mais par l'extraordinaire difficulté, loi Macron ou pas loi Macron, circonstances ou pas, du dialogue entre les magistrats, les avocats, les conseillers en propriété industrielle, les avocats au conseil, les juristes d'entreprise, les juristes d'administration, etc., etc., tous ceux qui sont là. Et c'est incontestablement une faiblesse. Un deuxième point que je voudrais faire, c'est adapter, ce qu'on ne devrait pas faire, l'intitulé de notre table ronde. Pourquoi la formation actuelle des juristes n'est pas adaptée au rôle que joue le droit dans la société actuelle? C'est une question qui contient sa réponse et je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Je crois que de manière générale, où que ce soit, les juristes français ne sont pas si mal formés que cela. En revanche, la question « en quoi pourrait-on mieux les former ?» me paraît tout à fait essentielle, tout à fait importante, et c'est le sujet de nos réflexions. Un autre point, vous avez évoqué l'attente du public, si je puis dire, ou des professionnels envers les juristes. Une attente, en effet, de plus en plus vive, parce que tout le monde a ou aura un problème juridique. C'est d'ailleurs une circonstance favorable pour l'emploi juridique. Ce que je dis peut avoir l'air cynique et ne l'est pas du tout. C'est un point commun avec les médecins. De même que tout le monde a ou aura un problème médical, tout le monde a ou aura un problème juridique. Et ce problème juridique, il vient toujours de la pratique, pas de l'université ni du juge. Nous devons répondre. Nous ne pouvons pas ne pas répondre. Il n'y a pas de cynisme à répondre au désarroi des premiers parents qui ont vu leur enfant nu sur le premier site pornographique, pédophile d'Internet. Il n'y a pas de cynisme à répondre. Et répondre, c'est d'abord l'avocat, c'est le juge ensuite, c'est éventuellement le professeur de droit, au désarroi du premier client dont la carte a été piratée sur un site de commerce électronique. Et répondre est toujours difficile, et c'est là que nous ne sommes pas si mauvais que vous le dites. Nous répondons toujours. Nous ne donnons pas toujours une réponse qui plaît, ni une réponse qui sera forcément avalisée par la juridiction, s'il a eu saisi. Mais nous répondons toujours, et la juridiction aussi, parce que le Code civil lui interdit de refuser de statuer sous prétexte de l'absence, de l'obscurité ou du silence, je ne me rappelle plus les termes exacts de l'article 4 du Code civil. C'est une situation que j'ai très souvent vécue,
et que je vise encore. Parce que parmi mes spécialités, il y a le droit de la communication et le droit de la santé. J'ai donc une grande habitude des questions posées par des ingénieurs, des techniciens, des stations de radio ou de télévision, et par les médecins, y compris jusqu'à une date très récente au comité national d'éthique, par exemple, au moment de l'affaire Lambert, au moment où nous avons été saisis de l'affaire Lambert. Et il est souvent... Que nous reproche-t-on? On nous reproche de faire des réponses trop souvent incertaines. Et je le comprends très bien, mais c'est notre honnêteté à tous les juristes que de présenter comme incertaine une réponse qui l'est effectivement. Nous ne pouvons pas toujours donner les certitudes que nos interlocuteurs attendent légitimement, notamment en matière de responsabilité. Et cela, on nous le reproche fréquemment. Je réponds deux choses. La première, c'est que ce qui me passionne, m'a toujours passionné dans cette relation avec les non-juristes, c'est le dialogue des doutes. Nous devons essayer de comprendre le doute de l'ingénieur, le doute du médecin, le doute de l'historien, du philosophe, mais nous devons aussi lui expliquer ce qu'est le doute juridique. Et la deuxième observation, c'est que ce doute juridique est à bien des égards une heureuse chose parce qu'il est la contrepartie de la liberté de chacun. Et là où il y a liberté, c'est-à-dire liberté de choix, éventuellement liberté de choix entre deux décisions également légales, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, il y a forcément doute, et c'est un doute heureux. Et mon dernier mot, c'est que c'est précisément, par expérience, ce qui est le plus difficile d'abord à enseigner à nos étudiants, ensuite à faire partager par nos interlocuteurs, c'est cette idée de pouvoir discrétionnaire dont tout juriste sait qu'il est le contraire d'un pouvoir arbitraire. Cette capacité de choix entre deux ou plusieurs solutions également légales, mais toujours avec sa part de risque. Mais je voudrais vous relancer tout de suite sur une question, parce que vous avez dit, malgré la diversité des professions, nous sommes tous des juristes. Oui. Et tout de même, je suis un peu sceptique sur cette unité du monde juridique. Il y a un accroissement, une diversité des professions juridiques, une spécialisation par domaine. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait l'unité de la profession juridique? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, ne serait-ce que les organes représentatifs sont très dispersés, les intérêts sont dispersés. C'est un monde où il s'agit de régler des conflits, donc c'est toujours très difficile. Donc, qu'est-ce qui fait quand même cette unité? Je crois profondément à la communauté des juristes. Et quand vous posez la question à un universitaire, il vous répond toujours par un livre. C'est ce que j'ai essayé d'écrire à plusieurs reprises, et notamment dans un manuel de déontologie des juristes et dans un essai en septembre dernier aux Presses universitaires de France avec un collègue privatiste, intitulé « Pour une autre déontologie des juristes ». Et bien sûr, il y a toutes les diversités qui traversent le monde juridique et que vous avez évoquées. Qu'est-ce qui fait le juridique? D'abord, que nous avons tous la même matière première. C'est la règle. Règle dure, règle souple, peu importe, c'est la règle. La deuxième chose, c'est que nous utilisons tous à peu près les mêmes instruments d'argumentation, d'interprétation, de qualification juridique des faits, etc. La troisième chose, c'est que nous travaillons toujours pour ou proposer ou donner une solution à un problème qui nous est posé. Et tout ceci nous unit et nous distingue, j'aborde peut-être un thème qu'on verra plus tard, des autres sciences sociales, si tant est que le droit est une science sociale. C'est une idée que beaucoup n'acceptent pas volontiers, en raison précisément des divergences de corps, etc., à laquelle personnellement je suis très attaché, et j'observe d'ailleurs que l'évolution du droit va en ce sens, dans la mesure où distinguer aujourd'hui le droit privé et le droit public est de plus en plus difficile et artificiel.
on n'y coupe pas, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il y a deux juridictions suprêmes et égales, le Conseil d'État et la Cour de cassation, dont je rêverais d'ailleurs qu'elles soient un jour fusionnées, mais je ne le verrai pas de mon vivant. Le publiciste que je suis historiquement fait de plus en plus de droit privé. Mes collègues privatistes, de plus en plus de droit public. Et donc, il y a bien sûr des spécialisations accrues à bien des égards, mais ce sont des spécialisations qui sont de plus en plus transversales, en ce sens qu'elles ne recoupent plus, ou de moins en moins, les distinctions classiques entre droit international, droit européen, droit interne, entre droit public et droit privé. Merci. Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Alors, Maître Borde, comment est-ce que vous réagissez à ce débat entre droit vivant et droit enseigné, la théorie et la pratique, votre expérience? Oui, si vous me permettez, c'est le praticien et celui qui a besoin des juristes qui va vous parler. J'ai un certain nombre de remarques à faire sur ce qui a été dit. Je lutte toujours, et vous ne m'en voudrez pas, sur le droit continental. C'est une façon pour les Anglais de nous avoir cornérisés, alors que c'est le droit civil qui prévaut sur 75% des pays, y compris en Asie, la Chine, le Japon, en Amérique latine. Et donc, nous ne sommes pas du droit continental, nous sommes du droit civil. Première chose, à mon avis, mais même au barreau, j'étais à la Commission internationale, j'ai beaucoup de mal à faire admettre qu'on ne parle pas de droit continental, mais de droit civil. Deuxième chose, je dirais que il y a, depuis maintenant une cinquantaine d'années, une différenciation dans la gouvernance mondiale. Il y a une gouvernance économique qui est globale et il y a une gouvernance étatique qui est plutôt fragmentée, voire tribale. Ce qui crée des distorsions fondamentales sur la pratique du droit. En ce qui concerne la globalité économique, il y a eu des révolutions fondamentales qui ont consisté en fait à susciter la privatisation de la justice et susciter la venue des modes alternatifs de règlement. La justice est trop lente, trop chère, les avocats sont trop chers, et par conséquent, il faut trouver une justice privée. Ce qui est, à mon avis, et j'en parle quelquefois avec mon ami Guy Canivet, un problème de société fondamental, et on ne le voit jamais en première page. La troisième, et dans cette globalité et ce droit privé, justice privée, je dirais qu'il y a une bataille sourde entre la common law et la civil law. Bataille sourde, puisqu'effectivement, en matière économique, c'est le pouvoir qui prévaut aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est soumis à la common law, les États-Unis d'Amérique. Et par conséquent, aujourd'hui, dans le nouveau droit et le développement du nouveau droit, et on le voit bien aussi en Europe, où on assiste de plus en plus à une fusion des deux droits. Mais je vois bien que quand on demande aux entreprises, il y a eu quel est, si vous allez... Pardon ? Excusez-moi. Les avocats ont toujours l'impression qu'ils sont suffisamment forts eux-mêmes sans avoir à parler. Excusez-moi. Mais simplement pour dire qu'en ce qui concerne la common law, quand vous demandez aux entreprises, vous choisissez l'arbitrage, quelle loi vous choisissez, c'est pratiquement toujours la loi anglaise. Les tribunaux arbitraux commencent à instaurer un peu la procédure en faisant de la discovery, qui est une procédure américaine, un peu anglaise, mais américaine, qui était très développée, qui entraîne des tas de choses épouvantables ou pas. Third party funding, financiarisation de la justice, financement des procès. Bientôt, un procès sera comme un autre produit dérivé. Il y a une chance de gagner, on pourra titriser certains procès et puis céder les actions sur le marché, ce qui peut avoir une révolution. Alors, à côté de cette révolution, nous assistons, nous, praticiens aussi, à une révolution qui est la révolution numérique. Car les avocats n'avaient qu'un
n'avaient droit à leurs privilèges que pour autant qu'ils facilitaient l'accès au droit et à la justice. Or, ça n'est pas vraiment le cas. Aux États-Unis, il y a eu un sondage, 85% de la population ne va pas en justice et va vers les plateformes où on gère d'une façon un peu, je dirais, conciliation, médiation, les litiges. Si vous avez un litige, vous êtes prêt, si vous abandonnez, à combien, et si vous gagnez, vous voulez combien. Et on fait la somme, et si les deux sont pas très loin, on essaye de concilier les parties. Les plateformes ont aujourd'hui un rôle considérable, de la même façon qu'elles ont un rôle considérable dans l'apport dans la source de droit. Et c'est ça un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec les jeunes recrues que nous avons, c'est qu'ils ont un avantage extraordinaire, ils appuient sur un bouton et ils ont tout au bout du doigt. Savez-vous que sur les sites de tribunaux américains, il y a non seulement les décisions, mais les conclusions échangées entre les avocats. Ce qui fait que vous avez des tas de clients aujourd'hui qui vont sur les sites voir les conclusions des avocats. Ça leur suffit. Pourquoi diable payer un avocat en plus ? En plus, comme vous le savez, beaucoup aujourd'hui de contrats types ont été élaborés, sont vendus pour une vingtaine d'euros, une quinzaine d'euros. Et par conséquent, c'est un vrai problème d'apprentissage pour nous, parce que comment on va apprendre aux jeunes qui viennent chez nous de construire un contrat, de comprendre pourquoi il y a cette clause, pourquoi il y a d'autres clauses. S'il n'a pas rédigé le contrat lui-même, s'il n'a pas vu les problèmes, c'est un vrai sujet pour nous. La formation, et je reviendrai tout à l'heure, c'est un vrai problème. Et j'en finirai, parce que je vous vois inquiet, monsieur le professeur, mais j'en finirai parce que on a toujours ici quand même le complexe des Américains, et tout à fait à tort, et là je vous rejoins tout à fait. Je trouve que notre droit n'a rien à envier aux Américains, notre pratique et nos juristes n'ont rien à envier aux Américains. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, quand on fait son droit, c'est comme si on faisait l'ENA ici, alors qu'en France, quand on fait son droit, c'est quand on déboit rien. J'ai réussi à avoir une femme américaine en lui disant que je faisais du droit. Donc elle a pensé. Elle s'est trompée sur la marchandise. Bon. Mais cela étant, je suis toujours vraiment admiratif des professeurs français. Car les professeurs français, et je disais toujours à mon père, franchement, aller à l'université à 17 ans, 18 ans, écouter ces maîtres qui arrivent à synthétiser, conceptualiser le droit, c'est remarquable. Et c'est un peu de la confiture et des cochons, parce que nous n'avons pas la maturité pour recevoir cet enseignement. Nous n'avons pas cette maturité. Voilà, les propos sont peut-être un peu excessifs, mais en tant que praticien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a de vraies batailles avec le numérique, avec la common law et avec une privatisation de la justice. Alors, je vais vous interroger tout de suite sur la privatisation de la justice, juste pour préciser, parce que vous parlez des tribunaux arbitraux. Oui. Vous avez regretté que c'est un sujet dont on ne parle jamais. Or, justement, actuellement, on en parle au contraire beaucoup, puisque... Au TTIP. À cause du TTIP, puisque dans les négociations actuelles, pour autant qu'on les connaisse, puisqu'elles sont en réalité... évidemment, comme toute négociation, secrète, confidentielle, voilà, c'est le terme. Donc, accord commercial entre les États-Unis et l'Europe. Il est question justement qu'en cas de litige, ce soit des tribunaux arbitraux qui puissent trancher. Et là, il y a des combats politiques au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'enjeu, puisque là, je trouve ça rend visible et ça devient un thème politique même pour l'Europe. Alors, je représente le barreau de Paris auprès des barreaux européens, et cette question est venue à l'ordre du jour. Mais avant, je dirais, monsieur, qu'effectivement, nous sommes une communauté. Les barreaux européens, qui représentent quand même 1 million d'avocats,
ont une charte de déontologie commune. Alors, elle n'est pas applicable pour ceux qui ne veulent pas l'appliquer, mais on se retrouve tous derrière les principes essentiels du juriste, de son indépendance d'esprit et effectivement de son doute perpétuel avec lequel on doit combattre, puisqu'un client qui vous voit douter ne vous voit plus jamais. Il n'a plus confiance en son avocat. Et ça, c'est une des difficultés. Il faut avoir un doute interne, mais qui ne se voit absolument pas, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, sur le TTIP, il y a des discussions féroces. Parce qu'on dit, on ne peut pas être contre l'arbitrage parce que Paris est une place, il faut défendre Paris, c'est le fort, et par conséquent, critiquer l'arbitrage, c'est peut-être en définitive affaiblir la place de Paris. Je vous parle de façon peut-être directe. Par contre, moi je ne suis pas tout à fait pour l'arbitrage. Parce que je vous l'ai dit, l'arbitrage, je crains plusieurs choses. Premièrement, ça sera sans doute une perte de terrain encore plus grande du droit civil. Ensuite, je crains et ça je ne devrais pas le dire car je suis arbitre moi-même CCI, et donc c'est peut-être suicidaire ce que je peux dire. Mais je trouve que pour les arbitres, j'ai été très étonné l'année dernière à l'International Bar Association, qui a ses règles, comme vous le savez, d'arbitrage. Et l'objet de la réunion l'an dernier à Tokyo était de réaménager les règles de conflit d'intérêts des arbitres. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'arbitrage est entre les mains de grands cabinets, est entre les mains d'avocats qui sont associés de ces cabinets, et que par conséquent, on va très vite vers le conflit d'intérêts quand on est arbitre. Ce qui est moins vrai dans la médiation, et je reviendrai sur la médiation. Pas tout de suite pour ne pas prendre... Mais donc sur l'arbitrage, je me méfie déjà de voir que les arbitres qui se préparent modifient déjà les règles de conflit d'intérêts. Or, je ne vois pas comment, dans des pays où il existe, alors c'est vrai, moins vrai dans les pays de l'Est, où il y a quand même des juridictions tout à fait extraordinaires et qui n'ont là encore rien à envier aux juridictions américaines, car n'oublions pas que les juridictions américaines, 95% des affaires sont transigées à la fin, tellement on n'arrive pas à en voir le bout du tunnel. Donc il faut quand même voir. Donc moi je suis, pour le moment, mais le doute m'étreignant, je ne suis pas encore définitivement convaincu de l'arbitrage. Je ne suis pas sûr que ce qui est proposé par les Allemands et les Français soit pas trop une complication supplémentaire. Mais donc, je me souviens, monsieur Garapon m'aviez fait parler devant la Cour de cassation, c'était l'office du jour suprême, et j'avais dit, le juge suprême, un jour, sera le juge de l'exéquatur. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Merci. Alors, Massimo Vogliotti, si vous voulez réagir à ces interventions. Merci. Bon, je voudrais en fait revenir à votre question de départ et pourquoi la formation actuelle des juristes n'est pas adaptée au rôle que joue le droit dans la société actuelle. Et contrairement à M. Truchet, je partage votre affirmation. Je crois que en fait, ce modèle d'enseignement du droit qui a été conçu au XIXe siècle
n'est plus en phase avec les transformations du droit, du savoir juridique, avec les attentes de la société et avec les transformations des métiers et des professions juridiques. Ce modèle d'enseignement a été déjà critiqué au début du XXe siècle par Lambert, par Saleil. Saleil accusait l'enseignement du droit de provoquer un sentiment de sécheresse, d'aridité, donc de mortification intellectuelle. C'était une autre période, bien sûr, un siècle est passé, mais dans le fond, le modèle d'enseignement est resté celui-là. Et les critiques que certains juristes interpellés par l'affirmation des sciences sociales faisaient, donc c'était toujours une minorité des juristes, sont encore actuels. Donc, par exemple, la fermeture du droit, l'absence d'une ouverture à d'autres savoirs que le savoir juridique, en partant de la thèse de l'autonomie du droit, de la spécificité du savoir juridique, qui était une thèse du positivisme du XIXe siècle. Et donc, une sorte de marginalisation toujours des sciences sociales. Il y a eu une ouverture, notamment avec la réforme de 1954. On a essayé d'ouvrir les portes des facultés de droit à certaines sciences sociales, mais par exemple, quelques jours, pour montrer l'insuffisance de cette ouverture, quelques années après ce décret de 1954, le comparatiste André Tunck écrivait un article publié dans la revue Dalloz en 1957, donc 3 ans après, et intitulé « Sortir du néolithique ». Recherche et enseignement dans les facultés de droit, où il disait que la réforme de 1954, c'était déjà un pas important qui a été franchi, notamment l'institution des travaux dirigés obligatoires, donc d'un enseignement plus pratique, plus tourné sur la méthode des cas, sur un enseignement plus interactif, mais le cours magistral restait de façon la méthode principale d'enseignement et reste encore aujourd'hui en Italie, en France. Et donc, c'est une méthode qui ne facilite pas tellement, facilite très peu un esprit critique. Donc, c'est plutôt la transmission d'un savoir et que l'étudiant doit recevoir, doit essayer de mémoriser et puis de le restituer à l'examen. Et bien sûr, il y a les travaux dirigés qui sont une autre méthode d'enseignement du droit, mais d'une façon symptomatique, sont considérés moins importants, sont des jeunes doctorants qui assument l'enseignement des travaux dirigés. Et donc, voilà. Dans cet article, Tunck reprenait des propos déjà tenus au début du siècle pour Saleil, Lambert, entre autres. Et donc, la critique était à l'égard d'un savoir trop abstrait, trop dogmatique, qui ne permettait pas d'avoir un contact avec la réalité, un savoir aussi qui ne facilitait pas, qui n'encourageait pas un jugement de valeur, donc une séparation aussi nette entre droit positif et l'équité. Tunck a repris 4-5 fois dans son texte la définition de Celsus, que le droit est l'art du bon et de l'écoute. Et donc, ce qu'il soulignait, c'était aussi l'importance de l'aspect éthique dans la formation du droit, critique et éthique. Et il proposait, par exemple, des
des enquêtes sociales, proposer des enquêtes sociales, de mettre les étudiants face à la réalité, à la détresse, aux marginaux, et donc d'avoir voilà, un jugement critique à l'égard du droit positif. Hein, donc, et voilà, donc ce modèle d'enseignement a été conçu à l'aune du paradigme juridique moderne, et ce paradigme juridique a commencé à entrer en crise au début du siècle passé, et on est encore là. Donc on est en train de plus en plus de sortir de ce paradigme. La science du droit est en train de construire un nouveau paradigme, mais le modèle d'enseignement du droit est encore trop, je crois, trop lié aux prémices épistémologiques et ontologiques du paradigme moderne, c'est-à-dire à la conception du droit, le droit comme un objet, comme une chose qu'il faut transmettre, un ensemble de substances normatives organisées par discipline, bien séparées, d'une façon arborescente, et puis un savoir juridique qui est un savoir voilà, qui, suite à la rupture épistémologie moderne, suit le modèle des sciences théoriques plutôt que le modèle des sciences pratiques selon Aristote. Donc un savoir qui vise, un savoir descriptif, et pas un savoir critique voilà. Cela dit, c'est clair que dans les facultés de droit aujourd'hui, et je suis plutôt optimiste parce que je crois que c'est le moment qu'on est en train de vivre, c'est, je pense, le bon moment pour essayer de repenser vraiment le modèle d'enseignement et de mettre en place des pratiques novatrices. Et puis je conclus sur cela. Et pourquoi je suis un peu plus optimiste? Parce que ça fait un siècle qu'on est en train que les juristes, poussés aussi par les hommes politiques et les hommes d'affaires aussi, les cabinets qui plaident pour le rapport d'Arroy, par exemple, qui plaide pour une formation plus ouverte aux sciences sociales, aux humanités. Et donc, je disais, je pense que ce modèle qui a été critiqué pendant tout le siècle dernier, qu'on a essayé de transformer par plusieurs réformes et par plusieurs rencontres, colloques, etc., on n'a pas su le transformer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'espoir. Alors, deux sont les raisons, à mon avis. La concurrence, on n'a pas encore parlé ce soir de la concurrence, qui peut-être peut réveiller du long sommeil les professeurs des facultés de droit. Comme vous savez, notamment depuis l'arrêté de 2007, les diplômés de l'école de droit de Sciences Po peuvent accéder aux examens des écoles d'avocats. Et donc cela a posé a créé toute une série de réactions, en grande partie compréhensibles, parce que la concurrence est assez déloyale. Mais je ne veux pas perdre trop de temps sur ce sujet. Je voulais juste évoquer alors le premier facteur que, à mon avis, peut réveiller les facultés de droit vraiment, et de ce long sommeil, et le fait que ce paradigme juridique moderne est de plus en plus en crise. Je pense qu'on est en train de vivre sa phase terminale, et donc on est poussé tôt ou tard à concevoir un modèle d'enseignement qui soit en phase avec les prémices théoriques de ce nouveau paradigme. Voilà. Donc, merci. Après ce premier tour de table, je voulais relancer une question à Antoine Garapon, parce que sur deux points. D'abord, j'ai cru percevoir, sentir une sorte de distinction entre finalement votre analyse et celle de Dominique Borde, puisque dans le fond,
dans votre présentation, vous sembliez indiquer que la difficulté du droit aujourd'hui, c'est qu'elle est confrontée à quelque chose de plus en plus complexe, donc la mondialisation, les enjeux du droit comparé, etc. Alors que Dominique Borde nous dit, dans le fond, le problème, c'est qu'on se passe très bien des avocats aujourd'hui. On a besoin des arbitres, on a besoin de plateformes numériques, mais disons, la procédure habituelle, régulière même, comme vous dites, on procède aussi à des, finalement, à des... pas à des arbitrages, mais à des transactions finalement contractuelles. Bon. Donc, est-ce que j'ai bien entendu une sorte d'opposition? Et puis, deuxième question, par rapport à l'intervention de Massimo Vogliotti, vous pratiquez un peu à l'IHEJ quand même cette rencontre du droit avec les sciences sociales, ce dialogue avec le reste de la société. Vous êtes un lieu d'interface. Et votre expérience, finalement, à cette position d'interface, où sont les difficultés? Qu'est-ce qui dialogue mal? Pendant très longtemps, c'était difficile d'intéresser les autres disciplines au droit, par exemple les philosophes ou les spécialistes de philosophie politique. En même temps, aujourd'hui, peut-être c'est des difficultés qui sont surmontées. Comment est-ce que vous voyez les choses dans cette recherche de pluridisciplinarité? Alors, je pense que là, plusieurs choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une question angoissante que Dominique Borde pose bien, mais qui est générale pour la France. C'est une menace de disparition. De disparition, j'entends, de disparition dans la place qu'a été celle de la France du Code civil et celle de la grande jurisprudence administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un contentieux, et les avocats, Dominique le sait bien, c'est l'arrivée des law firms en France. Les law firms sont arrivés parce que les juristes français n'étaient pas capables de traiter ces contentieux, qui étaient beaucoup trop compliqués. C'était des contrats pétroliers, c'était le plan Marshall initialement, d'ailleurs, c'est arrivé dans les années 50. Et gérer le contentieux généré par le plan Marshall et par une économie qui commençait à se mondialiser, les avocats français n'y arrivaient pas. Aujourd'hui, il faut savoir que les directeurs juridiques des grands groupes français du CAC 40 sont de moins en moins français. Pourquoi? Ils sont moins bons que les autres. Et en fait, ils ne sont pas français parce que ils ne sont plus français parce que c'est pas une question. On travaille là-dessus, hein, c'est pour ça que je m'y intéresse. Et quand on interroge les groupes, ils disent non, les Français sont très malins, mais il n'y a pas un rapport au droit. Il n'y a pas. On est d'une culture anti-juridique en France. Il faut en être conscient. On est dans une culture anti-juridique et on le paye suffisamment cher. Dans lequel on a toujours fait primer le politique sur le juridique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a une menace de disparition. Si l'université française n'est pas bonne, on ira se former à l'ULB, à la LSI, à la Luise ou aux États-Unis, ce qui est en partie déjà le cas d'ailleurs, et plus en France. Et c'est tout à fait pensable que la partie importante, la partie lucrative du business soit faite par des gens qui ne seraient plus formés en France. J'ai beaucoup d'exemples. Hein. Bon. C'est vrai pour les juges, c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour l'université. Et encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de mépris, je crois que c'est un problème qui nous est commun. C'est pas, je ne cherche pas à accabler. Bon. Moi, j'ai eu la chance d'être formé, mes 3 maîtres, quand j'ai fait mon DEA à Paris, c'était Cornu, Batiffol et Carbonnier. Et j'ai fait ma thèse, j'ai eu la chance de faire ma thèse avec Carbonnier. C'était 3 juristes qui étaient... Batiffol était à la fois spécialiste de DIP et philosophe, Cornu était spécialiste du droit de la famille et de linguistique juridique et du vocabulaire, et Carbonnier de sociologie. C'était des gens extraordinairement ouverts. C'était des gens, Cornu, et je parle d'expérience, Cornu était aussi à l'aise pour parler de linguistique et de théorie de saussure que pour parler des régimes matrimoniaux. Tout ça a disparu, malheureusement. Et ça, on ne peut que le regretter. Alors, moi, je dirais que aujourd'hui, ce qui est important, nous avons des capacités en France qui tiennent à notre tradition, qui tiennent à notre formation. Et je rejoins tout à fait Dominique Borde en disant qu'on a des profs de droit très, très bien formés. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas sur les bons objets. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les objets internes
c'est le problème de l'agrégation. Alors, je parle de l'agrégation de droit privé. Hein. Didier, je ne connais pas, je ne parlerai pas de la... bon. Mais l'agrégation de droit privé... J'en suis solidaire aussi. Bon. Mais elle se fait sur le DIP, sur des sujets nobles, et pas sur des sujets dits vulgaires. Bon. Et donc, comme les sujets qui montent, c'est des sujets vulgaires, parce que, excusez-moi, mais c'est vrai que les problèmes compliqués des DIP, tout le monde s'en fout, d'autant plus qu'ils sont de moins en moins le droit international privé. C'est une région du droit qui est en train de fondre, ce que dit d'ailleurs d'éminents juristes, qui est en train de fondre au bénéfice d'un droit globalisé. Et privatisé, mais bien sûr. Et ce que vous disiez de l'arbitrage, moi, ce qui me gêne dans l'arbitrage, c'est que c'est une boîte noire. On n'a pas accès à ce qui se passe. Et mes amis, parce qu'on a un gros programme de recherche sur l'arbitrage, c'est très curieux parce qu'ils nous disent « Oh, c'est très compliqué, vous ne pouvez pas savoir, vous ne voulez pas pratiquer. » Non, c'est trop compliqué. Bon. Et puis quand on se rapproche du cœur, on se rend compte qu'il y a tous ces problèmes de contradiction d'intérêts, enfin bref, des gros problèmes. Alors, moi, pour être constructif, je souhaite que la qualité et l'excellence de notre tradition française, c'est de l'esprit de synthèse, une sorte d'intelligence, disons le mot, se porte sur des bons objets. Qui sont aujourd'hui... Et on ne peut plus faire de droit de la famille si on ne fait pas de la sociologie de la famille. Ça, c'est plus possible. Et de faire l'interprétation de 349 à contrario, non. Ça, c'est bien, il faut le faire, mais ça ne suffira plus. Donc, il faut que les juristes appliquent leur sens de l'argumentation et de la synthèse et de la clarté qui fait la force de la pensée française sur des objets pertinents. Voilà. Oui, allez-y. Moi, je voudrais réagir parce que, comme vous le savez, le président Canivet a essayé de mettre dans les décisions de la Cour de cassation la dimension économique de la portée de la décision. Et aujourd'hui, c'est vrai aussi pour les études d'impact, là où les anglo-saxons nous dépassent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils ont toujours une analyse économique qui est parallèle à l'analyse juridique et qui permet de mesurer l'impact et la décision. Ça, c'est une chose que nous devons apprendre, surtout que l'économie, à tort ou à raison, mais c'est aujourd'hui ce qui gouverne l'avenir des hommes. Peut-être rebondir sur ce que Ingeborg disait, et à propos justement de l'hégémonie du discours économique et des valeurs économiques dans la société actuelle qu'il a emporté sur les valeurs du droit. Je crois qu'il faut aussi réfléchir sur la formation juridique en dehors des facultés de droit, et notamment dans les facultés d'économie. On a évoqué Carbonnier. Par exemple, Carbonnier, il était contraire à la formation d'une licence autonome en économie, donc en faculté, et donc de l'autonomisation de l'économie par rapport au droit, parce qu'il croyait que ce qui s'est fait en 1959, parce qu'il croyait que les économistes devaient avoir une formation juridique. Mais le problème, c'est quelle formation juridique, quel juriste. J'ai lu un très bel article de Liora Israel, qui est sociologue, qui a fait une enquête sur comment on enseigne le droit à l'école de droit de Sciences Po, et je regrette de ne pas avoir pu faire cela parce que le directeur Christophe Jamin finalement m'a pas reçu, donc je n'ai pas pu vérifier, mais donc j'ai lu cet article, et Liora Israel explique bien que la conception du droit qui est transmise aux étudiants à l'école de droit, c'est une conception instrumentale du droit. Donc elle dit même une conception du droit au service de l'économie. Une conception du droit qui n'est pas critique à l'égard de la réalité, qui est tout au contraire de ce que Saleil, Tunk et le mouvement critique du droit, Glezal, Niaille, disaient en France, des grands juristes français, bien sûr. Et donc, il faut aussi penser à
à quel droit nous référons, hein, et à quel juriste, hein, un juriste, comme j'ai écrit dans la présentation de cette rencontre, un juriste technicien, ingénieur social qui a une conception instrumentale du droit, donc on lui demande des règles, des solutions juridiques, et il est capable de les façonner. Et donc, ou alors un juriste critique, responsable, un juriste qui sait penser autrement et qui sait porter un discours critique à l'égard de la société et des valeurs qui la régissent. Voilà. Donc il faut penser à la formation juridique en dehors des facs de droit, pas seulement à l'intérieur des facultés de droit, et aussi réfléchir sur comment est-ce que nous concevons le droit et donc la mission des professeurs de droit. Qu'est-ce qu'ils doivent transmettre aux étudiants? Quelle conception du droit est-ce qu'ils doivent transmettre? Voilà. Alors Didier Truchet, je vais leur donner la parole pour réagir, mais je vois un peu deux questions. Enfin, ce qu'a dit Antoine Garapon, il faut prendre des bons objets. Est-ce qu'on arrive à s'intéresser aux objets, au sens bons objets, au sens pas qu'ils soient des objets nobles, mais au contraire les objets qui font la vie ordinaire? Et l'autre question, c'est est-ce que ce n'est pas, dans le fond, le raisonnement économique qui risque, dans bien des terrains, de l'emporter sur le raisonnement juridique? Je réponds à la dernière d'abord. Je ne crois pas qu'un raisonnement juridique l'emporte sur un raisonnement économique ou l'inverse. Et je crois que quand on fait du droit, et j'adore cette expression « faire du droit », parce que vous m'interrogez sur la communauté des juristes, dans le fond, c'est que tous nous faisons du droit. J'aime ce mot. On le fabrique, on le fait comme étudiant, on le fait comme enseignant, on le fait comme juge, on le fait comme avocat. On fabrique des solutions juridiques par un raisonnement qui ne peut être que juridique, parce que sinon il n'est pas pertinent, il ne répond pas aux besoins de ceux qui le demandent. Mais qui, naturellement, je ne sais pas ce qu'est un bon et un mauvais objet, mais M. Garapon le précisera, qui, naturellement, ne peut pas ignorer la réalité économique. La force ou la faiblesse du juriste. Et c'est aussi une manière de répondre à ce que vous disiez. La force ou la faiblesse du juriste, quel que soit le juriste, c'est qu'il parle de choses qu'il ignore. J'ai présidé l'Association française de droit de la santé, j'ai été membre du comité d'éthique, etc. Je vous jure que je n'ai jamais fait d'exercice illégal de la médecine. Je vous jure que mes collègues qui font du droit aérien n'ont pas, pour la plupart, et même probablement pour aucun, leur licence de pilote. Nous passons notre temps à travailler sur des objets, bons ou mauvais, économiques, éthiques, politiques, sociaux, que nous ne connaissons pas. Et donc, on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Nous avons, et on essaie de le faire passer à nos étudiants, nous avons le devoir d'essayer de comprendre les enjeux pour essayer d'apporter des réponses juridiques. Alors, vous évoquiez dans vos critiques initiales que je trouvais un peu datées. Mon cher collègue, vous qui êtes si jeune, Saleil, Tinck, Glézal, bon, il faut pas confondre les méthodes et les savoirs. Quand vous critiquez le cours magistral, vous critiquez une méthode et c'est bien votre droit. Il y a d'autres méthodes pédagogiques que dont les facultés de droit abusent. À mon sens, c'est par exemple le commentaire d'arrêt, que pour ma part, j'avais pratiquement banni des cours de droit administratif que je donnais jusqu'à l'année dernière, en deuxième année, au profit de notes de synthèse. Sur les méthodes, on peut discuter. Sur les savoirs aussi, mais il ne faut pas assimiler l'un et l'autre. Quand vous parlez des bons objets, c'est une question de savoir quel est le savoir dont nos étudiants ont besoin, où qu'il soit. Alors, en revanche, je reviens en arrière, la question de l'enseignement clinique du droit, comme celle de l'apprentissage qui se développe très rapidement, et des stages, c'est une question de méthode. Puisque vous n'avez pas pu voir Christophe Jamin, je vous conseille, sur le site du Conseil national du droit, de voir le compte-rendu de la séance que nous avons tenue à Sciences Po en décembre dernier, précisément sur
l'enseignement clinique du droit tel que le pratique l'Institut d'études politiques de Paris, avec les forces et les faiblesses que Christophe Germain n'a pas cachées de cette pratique qui est une méthode parmi d'autres, qui ne peut certainement pas être l'alpha et l'oméga de l'enseignement juridique. De surcroît, je les rappelle, d'un enseignement juridique qui part à zéro avec des étudiants de première année, ce qui impose une pédagogie élémentaire au début, puisque ça n'est pas enseigné dans le secondaire. Et c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Quant au savoir, je vous rejoindrai quand même un peu, sur la fermeture des études de droit, la fermeture à laquelle j'ai constaté, et à laquelle j'ai certainement, et c'est ma faute, contribué. Dans un millénaire disparu, c'est-à-dire quand j'étais étudiant, en première, deuxième année, on faisait de l'économie du droit, ça nous embêtait d'ailleurs, on en faisait, de la sociologie, etc. Tout ça a disparu. C'est vrai que nos savoirs sont devenus, les savoirs que nous dispensons aux étudiants sont devenus très techniques. Il y a deux raisons, les unes corporatistes, c'est vrai, c'est-à-dire la défense des facultés de droit contre les politiques des ministres, quels qu'ils soient, et une autre raison qui est que c'est aussi ce qu'on nous demandait. Ce que les professions nous demandaient très largement, l'évolution du droit qui est devenu, par ailleurs, le droit est devenu tellement proliférant et technique que nous avons allé à l'essentiel. Je plaide coupable. Il faudrait réouvrir vers l'économie, plutôt vers la vie des entreprises, des administrations, les enjeux, peut-être aussi vers la sociologie des organisations et des relations humaines, certainement, et ça c'est un de mes échecs parce que je n'ai jamais réussi, je trouve profondément anormal qu'un étudiant puisse avoir une licence en droit sans être capable de lire un bilan, que ce soit de la comptabilité privée ou de la comptabilité publique. Mais comme directeur de la collection Thémis, cela fait 15 ans que je cherche quelqu'un qui soit capable de faire un droit de la comptabilité publique et que je ne trouve pas, ça n'existe pas sur le marché. Là, je confesse une grosse faiblesse. Je confesse d'autant plus une grosse faiblesse que je suis incapable de lire un bilan, ou du moins que je le lis avec beaucoup de difficultés. Ou alors Alisa. Moi, je peux réagir de deux façons. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas l'économie au sens purement de la science économique, mais c'est, et je vous cache pas que l'autre jour on m'a demandé de parler également de la business law. J'ai pas su traduire ce que c'était que la business law. Et j'ai finalement traduit par le droit des entreprises, ce qui rejoint ce que vous dites. Effectivement, il faut voir quels sont les acteurs aujourd'hui, ce sont les entreprises, et effectivement, connaître un bilan, connaître les problèmes que cause l'insolvabilité, connaître les problèmes de droit social. C'est par le biais de l'entreprise qu'on arrive à faire tout cela. Et donc, c'est vrai que nous n'avons pas ce concept de business law, mais chez les Mato Lefebvre, c'est le droit des sociétés, en gros. Bon. Et ça ne correspond pas tout à fait à cette définition. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'art de l'avocat, c'est de savoir d'abord faire prendre à son client la meilleure décision, mais qui n'est jamais exempte de risque. Et ce que je trouve qui manque beaucoup chez ceux qui arrivent, c'est de faire une approche de risque au départ. Moi, je souhaite qu'il faut, dans l'analyse de ce qui est bon ou mauvais, il est évident que le rapport avec le risque, avec la sanction, c'est déjà quelque chose qui vous dirige assez bien. Ça, c'est la première chose. La notion qu'on fait quelque chose qui est une proposition de moindre risque, mais on n'élimine jamais les risques. Et on ne les élimine jamais, d'où le bon avocat, car le risque qui reste, c'est l'art de convaincre, qui est de permettre à son client, risque pris, de pouvoir défendre la position.
Et cet art de convaincre, je pense que là, et là, vous allez avoir beaucoup de mal compte tenu de l'enseignement secondaire, c'est de savoir bien écrire et c'est de savoir bien parler. Et je sais que quand j'ai commencé, j'avais une secrétaire et j'écrivais toujours tout. Et mon patron me disait, mais apprends à dicter, c'est comme ça que tu vas devenir avocat. Et là, maintenant, je vois que tout le monde tape sur des claviers, mais ne parle plus. Alors j'attends avec chance, moi qui sais mal utiliser les machines, qu'enfin on trouve quelque chose où on peut parler et on reprendra l'art de convaincre. Oui. Vas-y. Ah oui, ok. Oui. Non, je voulais d'abord dire que réformer l'enseignement du droit, c'est une tâche très très difficile. Personne n'a la recette, je crois. Hein. Et on a peut-être quelques petites recettes. Moi, je crois qu'il faut... Une de ces recettes est celle-ci. Il faut moins du droit. Il y a, je crois, trop de droit dans les facultés de droit. Si je pense aux facultés de droit italiennes, tous les enseignements ont le mot droit. Et... pardon ? Peut-être moins de savoir, parce que le savoir change. Ouais. Mais donc, d'abord, une place plus grande aux autres savoirs. Donc, d'abord cela, puis une autre petite recette, un enseignement plus interdisciplinaire. Pas un cours de droit européen du travail, mais intégrer le droit européen dans le droit du travail. Nous avons en Italie des cours comme ça. Procédure pénale européenne, non. Procédure pénale, et on intègre dans le cours de la procédure pénale italienne la dimension européenne. Donc, ouverture à l'Europe dans tous les enseignements de droit positif. Enfin, oui, bien sûr. Non, mais moi je parle... non, mais moi je parle de l'Italie. Hein. Il y a souvent des cours qui sont, par exemple, procédure pénale européenne, donc qui sont spécifiques voilà, à ce sujet. Et puis, ce que je pense, c'est qu'il faudrait intégrer aussi la perspective comparative et historique dans chaque cours de droit positif. Donc, un cours de procédure pénale, si un enseignant italien enseigne la procédure pénale italienne, comme depuis le Code de 1988, on s'est inspiré du modèle américain, il faut aussi parler du procès américain et pas seulement, on peut bien sûr avoir un cours aussi de procédure pénale américaine, mais il faudrait introduire des aspects de la procédure pénale américaine dans le cours de droit de la procédure pénale italienne. Voilà. Donc une ouverture comparative dans chaque cours de droit positif et aussi une perspective historique qui est très importante. Moi, je me rappelle un cours de droit civil qui portait sur la possession de Rodolfo Sacco à Turin, et c'était un cours d'histoire du droit comparé. Et moi, je crois que la plupart des cours devraient être tenus de cette manière. Mais cela... pose le problème de la formation des formateurs, parce qu'on n'a pas cette formation interdisciplinaire, notamment en Italie, que les matières sont vraiment séparées. Il y a plusieurs... les matières sont vraiment distinctes et donc c'est très difficile de faire ce travail interdisciplinaire. En ce qui concerne, et puis je m'arrête là-dessus, en ce qui concerne l'ouverture aux autres savoirs, il faut aussi éviter le piège de l'éclectisme. Ça aussi, c'est un piège. Hein. Et aussi, il faut aussi éviter le piège de la juxtaposition de savoirs. Il faudrait essayer de les intégrer dans le rapport Lyon-Caen. On se posait cette question et finalement, dans ce rapport, on proposait de ne pas confier ces enseignements à des non-juristes parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le droit et donc ils n'arrivent pas à faire les liens. Et
et alors, lui a encore proposé, bon, dans le rapport, mais on voit bien l'esprit de Lyon-Caen, la proposition était de commencer en Master 2 et puis dans l'école doctorale, de former des juristes à d'autres savoirs aussi. Donc, ou alors, moi, je pense que ça, c'est peut-être un peu difficile, mais je ne vois pas bien qu'on enseigne la sociologie des juristes qui n'ont pas une formation en sociologie. Alors, plutôt, essayer de concevoir des enseignements en équipe. Donc, par exemple, vous avez évoqué droit de la famille, et un juriste, et puis aussi un sociologue qui, dans le cours de droit de la famille, aborde les questions sociologiques. Ou alors droit pénal, et un criminologue aussi donc essayer de concevoir des cours en équipe. Ça, je crois, une équipe interdisciplinaire, je crois que ça pourrait être aussi utile. Bon, quelques petites recettes, mais je suis bien convaincu que c'est une tâche très, très difficile. Et en plus, je termine sur cela, il faut dire aussi que l'enseignement n'est pas très valorisant. Pour un enseignant, dans le sens que n'est pas important pour la carrière, n'est pas valorisé. Et donc, il y a aussi peut-être cet aspect à avoir à l'esprit, donc la motivation, comment motiver les enseignants à s'investir dans l'enseignement qui absorbe beaucoup de temps et d'énergie si on veut bien faire son travail. Et voilà. Ce que vous dites sur les doubles savoirs, c'est en France l'une des évolutions les plus importantes et aussi les plus problématiques de ces dernières années. Ce qui marche le mieux, ce que l'on développe beaucoup, notamment ce que Louis Vogel a inventé pour Paris 2 et qui a été imité par tous, ce sont les formations de type collège du droit. Première, deuxième, troisième année, droit et entreprise, droit et vie internationale, droit et institutions publiques. Et là, il y a le double savoir. Ce que beaucoup d'universités créent, ce sont les doubles masters et ce sont les plus recherchés. Quand je dis recherchés, il faut savoir qu'en une université comme la mienne, nous avons 1200 places de master, 15 000 candidatures chaque année. C'est-à-dire que la concurrence et la sélection sont une réalité depuis très longtemps. Ces doubles masters, je prends les exemples de Paris 2, mais je pourrais les prendre à Nanterre qu'ils ont inventé, à Paris 1 et dans quelques grandes universités de province. C'est par exemple, pour nous, avec Paris 6, université scientifique, droit et sciences. Enfin, c'est un peu plus précis que ça. Avec Paris 4, la Sorbonne littéraire, droit et histoire de l'art. Nous avons des racines communes de ce côté-là, et paternelles, pour avoir, par exemple, pour les commissaires-priseurs, droit et histoire, etc. Ce sont des formations plébiscitées qui marchent remarquablement bien, qui sont bidisciplinaires par essence, puisque ça ne marche que si vous n'avez pas deux demi-formations, mais deux formations faites par des spécialistes au plus haut niveau de chaque côté. Pourquoi disais-je la plus problématique? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Seul un certain nombre d'universités françaises ont les moyens de le faire, et ce sont les formations les plus sélectives. C'est-à-dire que seul un certain nombre d'étudiants y sont admis. Je vais donner des exemples de bons objets. De bons objets, et on va voir, premier objet, le terrorisme. Le terrorisme, sujet d'actualité s'il en est. Alors, le terrorisme, ça concerne le droit pénal, mais en fait, dès qu'on gratte un peu, le terrorisme, c'est la question du blanchiment, c'est la question du listing et de l'unlisting. Pas de spécialiste en France, il y a l'arrêt Cadi, bon, mais c'est l'affaire Strauss aux États-Unis, c'est-à-dire l'affaire Strauss, en deux mots, c'est des associations des victimes du Hamas poursuivent une banque française à New York parce qu'elle a fait des affaires avec une banque qui était listée par Israël comme soutenant le Hamas, uniquement par Israël, et les avoirs sont saisis à Brooklyn par le juge deuxième circuit de Brooklyn. Bon, ça veut dire qu'on se rend compte que la question du terrorisme, si on veut la traiter dans toutes ses dimensions, immédiatement, on fait du droit financier, on fait de la géopolitique, on fait des tas de choses.
que les profs français seraient tout à fait capables de faire. Mais ça demande un droit d'entrée, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se décloisonner sérieusement dans... Bon, deuxième exemple. Il y a un phénomène majeur que Dominique Borde connaît bien, qui est la grande nouveauté dans toutes les boîtes depuis 10 ans, c'est la compliance. Bon. Compliance. Premièrement, traduire ce mot compliance. Mot intraduisible, très compliqué à comprendre ce que c'est exactement la compliance. Est-ce que c'est de la direction juridique? Est-ce que c'est la vérification? Qu'est-ce que c'est qu'un compliance officer, etc. Bon. Son emboîtement, compliance, avec le droit dur. Hein, parce que la compliance, ça représente maintenant des départements de plusieurs centaines de personnes dans les grosses boîtes. Et ça n'a pas été créé par une loi française, c'est créé par des incitatifs des régulations américaines. Alors, on se rend compte que si on veut... Moi, j'ai travaillé sur l'affaire Alstom et l'affaire BNP Paribas. C'est des affaires qui nous ont coûté 10 milliards l'année dernière, donc c'est pas rien. Bon, et ben pour comprendre ces affaires, il faut faire de la procédure américaine. Si vous voulez, il ne me semble plus possible aujourd'hui d'enseigner la procédure civile sans savoir ce que c'est que la discovery et sans avoir compris la discovery. Ça, et c'est pas rien. C'est pas facile, toujours facile à comprendre. Bon. Il faut faire un peu de géopolitique. Il faut s'intéresser au droit du renseignement parce qu'on sait qu'il y a du droit, il y a de l'intelligence économique derrière et que c'est bon. Il y a la question de la responsabilité de la personne morale. Il y a des questions d'extradition. Bref, c'est incroyablement complexe. Et voilà un objet intéressant, et un objet d'ailleurs intellectuellement très intéressant. Intellectuellement très intéressant. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de profs français qu'on a vus sur ces terrains-là. Alors, traduire, autre sujet, troisième sujet, la justice transitionnelle. Moi, je travaille avec l'état-major français, avec les diplomates. On intervient de plus en plus dans des terrains africains. Ça nous coûte très cher. C'est une matière de puissance pour la France. Et dès qu'on a terminé le boulot sale et dangereux, arrivent des ONG américaines qui font de la transitional justice. Aucun prof français là-dessus, j'exagère. Il y a maintenant Macias, ça existe, mais depuis peu de temps. Bon. Et c'est un besoin quasi d'intérêt national. Et il se trouve, j'étais à une soutenance de thèse en droit pénal à Paris 2 il y a quelques mois, et un des membres du jury, qui est excellent professeur par ailleurs, excellent technicien, je devrais dire, il dit « Ah, je peux prononcer le mot de justice restaurative parce que c'est dans la loi du 13 août. » Bon, c'est saisissant de naïveté et en même temps d'irresponsabilité quand on voit l'importance de cette matière. La justice transitionnelle n'est pas un objet juridique, mais c'est un objet central pour notre défense nationale, pour la... bon, etc., etc. Donc, aujourd'hui... travailler sur comprendre, par exemple, Dominique, ce que les Américains entendent par enforcement. Qu'est-ce que veut dire un Américain quand il dit enforcement? C'est intraduisible en français, c'est extrêmement complexe. Ben, c'est très important de le comprendre, c'est très important de travailler là-dessus. Bon, je travaille moi en droit comparé. Quand un juriste français ou américain ou anglais ou chinois dit vérité, il n'entend pas la même chose. Le mot de vérité n'a pas le même sens pour un juriste chinois, américain ou français. On n'est pas dans la pluridisciplinarité exotique. C'est quelque chose de très important. Dire la vérité, qu'est-ce que la vérité judiciaire, etc., etc. Voilà des exemples de sujets qui me semblent être des sujets éminemment juridiques, éminemment excitants sur un plan intellectuel, qui devraient faire l'objet de thèses. On a étudié dans notre à l'IHEJ le contentieux Ouarara-Danone. Contentieux, c'est une affaire de contentieux international de Danone qui investit en Chine et il se fait pigeonner par Ouarara. Bon. 35 contentieux dans le monde, 8 arbitrages, ça se termine dans un hôtel de Pékin entre négociations de... Danone dit, moi je vous donne tous les documents à un thésard pour faire une thèse là-dessus. Mais il ne faut surtout pas lui conseiller à un thésard. Il n'aura jamais l'agrégation avec ça. En même temps, à faire une analyse subtile, approfondie d'un contentieux mondialisé comme Ouarara-Danone, c'est un truc extrêmement intéressant. C'est un vrai sujet de thèse, à mon avis. Donc voilà des exemples de sujets
très contemporain, très investi économiquement, politiquement, sécuritairement, internationalement, et qui ne correspondent pas à nos catégories de Français. Massimo, d'abord. Merci. Juste une minute. Oui, ce que vous dites, en fait éclater tout le système arborescent des disciplines. Et ce qui est très, très difficile, en fait, c'est un défi pour l'enseignement. Et dans ce rapport Lyon-Caen de 2002, en fait, il proposait un enseignement pas par discipline, mais par objet, par pilier. Et c'est un peu ce que vous aviez dit. Et donc, moi aussi, je partage, mais ça oblige vraiment un grand travail, à faire un grand travail et changer la façon de travailler. Normalement, le travail d'un professeur est le professeur de droit, assez individuel. Donc là, ce type d'enseignement pousse les enseignants à travailler en équipe, forcément. Donc, le professeur de procédure pénale, le criminologue ou le professeur de droit civil, etc. Et je crois que ce modèle pédagogique est très fécond et très stimulant, et qui permet de faire dialoguer étroitement enseignement et recherche, justement. Et donc, voilà. À propos de la justice transitionnelle, les cahiers de droit, donc la revue de l'ENM, le prochain le dossier porte sur ce sujet. Voilà. Dominique Bord. Oui. En fait, j'allais vous dire que il est évident que quand on parle du droit européen aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de la common law. Ça paraît évident. Il faut qu'aujourd'hui, on soit capable de comprendre des concepts qui, malheureusement, prévalent compte tenu de la puissance économique relative des uns et des autres. C'est comme ça. Par contre, il y a quand même... Et le savoir, je me méfie, parce que le savoir change tellement. Regardez la soft law, les autorités administratives, c'est des réponses à des crises économiques qui ne sont pas forcément résultent d'un précédent ou vont constituer un précédent. Ça change. Et donc, ça, par contre, et donc, l'idée, comme vous dites, mais qui est réservée à une élite et qui coûte très cher, comme vous avez dit sur ces fameux collèges, c'est excellent. Alors, on peut trouver un certain nombre d'autres sujets, mais ça, c'est excellent. Je dirais que quand... mais je n'osais pas le dire parce que je ne me souviens plus beaucoup, mais quand je suis sorti de la faculté de droit, j'avais un tableau de bord devant moi qui était les grands principes du droit. Mais c'était merveilleux. On avait quelques axes. Ne me demandez plus quels y sont aujourd'hui, parce que j'ai peut-être oublié. Mais on savait dans toutes les matières où aller. Alors, c'est sans doute le droit des obligations, et c'est sans doute le droit de la responsabilité civile, qu'on soit en common law ou qu'on soit en... C'est ça l'articulation première de nos raisonnements, à mon avis. Mais on avait ces grands principes de droit parce qu'on était dans un pays de droit civil avec des textes relativement stables qui ne sont plus stables aujourd'hui. Quand je vois le code monétaire et financier, mais c'est plus gros que le code de commerce. Bon. Et donc, il faut apprendre effectivement à redonner aux gens, quand je dis aux gens, c'est à nous, les juristes, nos grands principes de droit. Et effectivement, je crois que c'est savoir essentiel que sont le droit des contrats, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'absence de frontières, ce sont les contrats qui prévalent. Et moi, chez nous, parce qu'il y a toujours ce juge qui peut regarder, que je trouve une très bonne chose, un extrémiste du contrat à l'américaine, je ne suis pas d'accord. Conception du droit des sociétés qui consiste à dire que les administrateurs, leur seul devoir, c'est shareholders value, et d'enrichir les actionnaires, c'est un vice fondamental du capitalisme. Donc il faut pas, et nous, il faut qu'on puisse résister à ces choses-là, parce que c'est pas bien. Et les Américains peuvent en revenir. N'ayons pas peur de ce que nous avons fait, mais redonnons alors ces espèces de grands principes
et que je retrouve plus facilement, mais c'est parce que, à mon âge, peut-être ma mémoire commence à faiblir. Je vais donner la parole à Didier Truchet, et puis après, on pourra prendre des questions parmi vous, comme on a les micros et qu'on est dans une circonstance où on peut dialoguer. Donc n'hésitez pas à vous manifester juste après. Didier Truchet. Je voulais dire d'abord que je ne suis pas quelqu'un de fiable. Je me suis fait une réputation de farfelu, je crois qu'on m'en veut pas, je vous le disais, en écrivant depuis 15 ans que le droit français serait bien plus performant au niveau mondial si on fusionnait les juridictions judiciaires et administratives. Je le crois profondément. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup, et là je me ferai haïr par mes collègues, pour penser que la distinction agrégation de droit privé, agrégation de droit public, histoire du droit est absurde, que l'existence de 3 sections de CNU est aujourd'hui absurde, et qu'il faudrait une agrégation de droit, n'en déplaise à Antoine Garapon, une seule. Mais le deuxième point, c'est que je crois que, en effet, la distinction droit privé, droit public, telle que nous la vivons, notamment en France, et un peu plus en France, de manière un peu plus rigide que dans beaucoup d'autres pays, qui a été l'une des gloires, l'un des titres de gloire du droit français, et l'un de ses meilleurs produits d'exportation, a aujourd'hui fait son temps. Et que c'est autant une question épistémologique que pédagogique. C'est bien davantage auparavant une querelle de boutons, là je vous rejoins, et de volonté politique. Le président de la République qui dira on fusionne les 2 juridictions et on renonce à la distinction droit privé, droit public n'est pas né, malheureusement. Ça nous pose, à nous, faculté de droit, une très grande difficulté que j'ai bien connue pour avoir à la gérer quand au ministère j'ai été chargé de piloter le passage au LMD de toutes les facultés de droit de France et de tous les instituts d'études politiques. Et nous avons buté, nous butons encore sur une double grille d'analyse qui rend d'ailleurs, malgré des progrès récents, notre carte des M2 illisible. Si vous regardez dans quelques facultés, universités que ce soit, je ne sais pas si c'est le cas en Italie, la structuration des M2, vous voyez 2 choses. Une structuration classique et qui est légitime parce qu'elle correspond aux carrières et elle correspond à l'existence de 2 ordres de juridiction, droit privé général, droit public général, etc. Et une deuxième grille d'analyse qui va exactement dans le sens que vous évoquez et qui est par objet. J'ai dirigé jusqu'à l'année dernière un M2 de droit de la communication, qui n'était pas exceptionnel, il était banal, on y faisait autant de droit civil que de droit privé, que de droit public, que de droit pénal, que présence de journalistes, etc. Vous avez tous ces M2, droit de l'informatique, droit de la communication, droit de la santé, mais même droit de la construction et de l'urbanisme, etc., qui sont transversaux. Qui, eux, je ne sais pas si vous les trouverez bons ou mauvais, réagissent par objet. Droit de la victime, ça a commencé à Brest. Je ne sais pas s'il y a un droit du terroriste, je sais que c'était en gestation, je ne sais plus dans quelle faculté, en tant que M2. Mais là, on voit bien, on voit mal, plus précisément, cette logique apparaître. En réalité, elle n'apparaît pas dans la structuration de nos enseignements, parce que nous butons sur cette double réalité de 2 ordres de juridiction, de droit, d'une part, et d'une logique d'objet. Et là, nous sommes, comme notre honneur, non pas notre honneur, tout bêtement notre mission de service public, mais pour un publiciste comme moi, notre mission de service public est notre honneur, nous impose de couvrir toute la chaîne du savoir. On doit gérer cette difficulté. Des structures plus petites, comme peut-être pas les facultés d'économie, mais les écoles de commerce, HEC, l'ESSEC, etc., ou les instituts d'études politiques, sont à cet égard beaucoup plus à l'aise parce qu'elles peuvent se permettre de faire le choix et de dire je ne fais que du droit de la presse ou que du droit du commerce international ou de la business law ou du droit de l'arbitrage. Évidemment, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Merci. Alors, on va vous passer un micro.
Et on va prendre plusieurs questions. Manifestez-vous tout de suite parce qu'il faut en profiter. Madame. Merci beaucoup.